Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, Samao, deuxième édition. Retrouvez à Ouagadougou pour échanger autour d'une meilleure intégration du secteur minier dans les économies des pays africains. Le Cameroun accusé de renvoyer systématiquement dans leur pays des réfugiés nigérians. Ces personnes ont fui les exactions de la secte islamiste Boko Haram et le HCR estime que ce n'est pas le moment pour elles de regagner le Nigeria. Cela dit, la deuxième édition de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest Samao s'est ouverte ce matin à Ouagadougou sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. Le thème de l'édition 2017 est « Quelle stratégie pour une meilleure intégration du secteur minier dans les économies des pays africains ?» Pendant une semaine, les professionnels des mines échangeront autour de ce thème à travers diverses activités pour donner au secteur minier la place qu'il faut dans les économies du continent. Salifou Belem Oumar Zombré, reportage. Des coups de ciseaux et c'est parti pour le deuxième rendez-vous des acteurs du secteur minier ouest-africain. Plusieurs pays participent à cette deuxième édition de la Samao, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. À l'ouverture de l'aire d'exposition, le président et le ministre marocain des Mines visitent tour à tour les différents stands des compagnies minières. Cette deuxième édition de la Samao se tient dans un contexte marqué par une insécurité dans les pays du Sahel. Nonobstant ce que vous dites comme contexte d'insécurité, les sociétés minières sont installées au Burkina Faso et continuent à produire de l'or. Nonobstant justement ces questions de sécurité, la Samao a pu se tenir avec la présence d'un certain nombre de pays. Je crois que nous devons nous féliciter de cette confiance qui est toujours renouvelée au Burkina Faso et dire que le thème qu'ils ont choisi, qui vise à voir comment, par quelle stratégie, nous allons faire en sorte que l'exploitation minière qui est faite dans nos pays puisse servir à la croissance, au développement et à la création d'emplois. Je crois que c'est un thème qui est important et je voudrais saluer en tout cas tous les pays et tous les miniers qui ont accepté de participer à cette manifestation. Cette année, le Maroc est le pays invité d'honneur. Aziz Rabat, ministre marocain de l'énergie, des mines et du développement durable, se réjouit du choix de son pays. Mais au-delà de cette réjouissance, les deux pays veulent bâtir ensemble une coopération forte dans ce secteur. Entre le Maroc et le Burkina Faso, il y a une volonté qui est affichée pour aller plus loin en la matière. Nous avons déjà commencé à mettre en place un cadre de coopération, à mettre en œuvre ce cadre de coopération, pas uniquement rester dans tout ce qui est déclaration et protocolaire, mais aller plus loin, ressources humaines, recherche, développement, joint venture entre les entreprises. Nous sommes venus ici pour annoncer encore une fois que le Maroc et le Burkina Faso peuvent aller plus loin et que le Maroc est prêt bien sûr à intégrer la CEDEAO. Plusieurs communications, des panels et autres rencontres B2B sont prévues durant cette semaine. Et au cours de cette semaine, les sous-thèmes qui seront abordés toucheront les aspects liés, entre autres, au développement des infrastructures géologiques et minières, à l'exploitation minière face aux enjeux de la gestion durable des ressources naturelles et à la fourniture locale des biens et services. Autre rencontre d'importance internationale qui se profile à l'horizon, les assises nationales de la décentralisation se tiendront la semaine prochaine à Ouagadougou et rassembleront les présidents des collectivités du Sud et du Nord. Ce sera une rencontre de réflexion et de partage d'expérience en matière de décentralisation. Ces informations ont été données ce matin par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Savadogo. Reportage Nongba Kouda Tanga Kafando. À cette rencontre, plus de 1000 participants, tous acteurs de la décentralisation, sont attendus à Ouagadougou avec des idées, des expériences, mais aussi des projets selon le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les assises nationales de la coopération décentralisée constituent donc une opportunité pour les maires, les présidents du conseil régionaux et les présidents du comité de jumelage de tisser des partenariats ou de réchauffer ceux qui existent déjà pour des investissements au bonheur des populations de leur collectivité. Nous avons initié un temps fort d'échange, de débat et de réflexion collective entre les collectivités territoriales burkinabées et leurs partenaires du Nord et du Sud, autour des thèmes suivants: coopération décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales.
Les assises nationales de la coopération décentralisée se distinguent des autres rencontres jadis organisées à Ouagadougou par son caractère ouvert et multilatéral, une singularité dont se félicitent les organisateurs. Contrairement à ces rencontres, les présentes assises que nous organisons du 5 au 7 octobre s'ouvriront aux acteurs de tous les pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Cette édition est l'occasion de relancer la coopération décentralisée qui a connu une période de léthargie et rassurer les partenaires extérieurs, notamment ceux du Nord, sur le renforcement de notre processus de décentralisation. Le budget alloué à l'événement est de 200 millions de francs CFA, dont 50 millions comme contribution de l'État, 50 millions comme soutien de l'ambassade de France, 60 millions de la coopération suisse et plus de 20 millions de l'association des maires français. La journée internationale du droit d'accès à l'information est célébrée chaque 28 septembre depuis une douzaine d'années. Une journée instituée pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation de nombreuses populations dans le monde encore privées d'information. Le droit à l'information est-il bien perçu par les citoyens burkinabés et les professionnels que sont les journalistes? Sont-ils satisfaits de leur accès aux sources d'information? Autant de questions qui seront évoquées dans ce sujet, signé Biloudou Bazongo et Ali Traoré à Bobo de Lasso. Informer, c'est là l'essentiel du travail journalistique. Consommateur des œuvres des journalistes, le public se nourrit chaque jour de millions d'informations à travers le monde. Un droit reconnu à tout citoyen. Il est consacré par nombre d'instruments juridiques tels la Constitution burkinabé en son article 8. Nous avons remarqué que depuis l'avènement, la disparition tragique de Norbert Zongo et de ses compagnons, le droit à l'information a beaucoup évolué au Burkina Faso et de plus en plus nous voyons que les journalistes en tout cas font ce qu'ils peuvent pour nous informer, pour que nous soyons en phase avec les différents événements. Il faut dire que depuis l'insurrection de 2014, il y a eu des avancées notables en matière d'accès à l'information. Et depuis ce temps, la population n'a plus peur d'aller vers la presse et de donner un certain nombre d'informations aux journalistes. Selon certains consommateurs, il revient aussi aux citoyens de jouer sa partition. La presse, écrite comme audiovisuelle, fait un effort. Mais le Burkinabé a un problème. Parce que le Burkinabé préfère apprécier les rumeurs au lieu d'aller à l'information juste. Et au-delà de tout cela, même ceux qui se disent instruits, peuvent passer toute une journée sans chercher de l'information. L'exercice du droit d'accès à l'information revêt deux aspects. Le droit pour les citoyens d'être informés de ce qui se passe dans son environnement et même ailleurs, mais aussi et surtout le droit pour les professionnels des médias d'avoir accès aux sources d'information. Les confrères se battent effectivement pour donner l'information aux populations, mais seulement ils travaillent dans des conditions très difficiles. Alors je pense que aujourd'hui, pour avoir accès à certaines sources, ce n'est pas une mince affaire. Dans l'administration, il faut dire que le droit d'accès n'est vraiment pas une réalité. Dans ce sens que vous partez aujourd'hui dans un service, soit on vous dira le patron n'est pas là, soit on vous dira il faut que je parle à la hiérarchie. D'où l'intérêt pour les journalistes de se spécialiser dans des domaines comme le journalisme d'investigation pour aller fouiner, révéler ce qui est caché. Et pour faire ce travail-là, ce n'est pas aisé. Parce que si on va aller plus loin, parce que l'information là au cost, comme on le dit, l'information à bas coût, souvent c'est de l'information accessible à tout le monde, mais qui ne permet pas de prendre une décision convenable en fonction des situations données. Les acteurs de la communication doivent sensibiliser largement les structures publiques et privées pour qu'ils puissent mettre à la disposition des journalistes et même des citoyens l'information. Depuis sa création jusqu'à nos jours, la presse burkinabé dans son ensemble a connu une nette évolution en matière de droit à l'information. Cela est dû à un travail qui a été fait de la part des journalistes, mais aussi de l'autorité étatique. En tant qu'organe de régulation, le Conseil supérieur de la communication a vraiment participé à
la mise en place d'une loi portant sur l'accès à l'information du citoyen. Et nous espérons qu'avec cette loi-là, l'accès à l'information va évoluer. Évolution également, il y a eu au niveau du travail des journalistes. Même si des efforts sont consentis pour faire du droit à l'information une réalité, il faut reconnaître que de nombreuses difficultés demeurent. Et cette journée consacrée à l'occasion sonne comme une interpellation pour une application effective de ce droit dans tous les pays du monde entier. Venons-en maintenant à la campagne agricole qui tire inexorablement vers sa fin. L'heure est venue de constater la situation exacte de la saison et les efforts fournis par les agriculteurs. C'est dans cette optique que le gouverneur du plateau central a visité quelques exploitations agricoles dans le Kourouogo. Le constat est que la campagne humide est satisfaisante malgré les poches de sécheresse et les attaques de chenilles qui ont sapé un tout petit peu le moral des producteurs. Nongba Kouda Zoubaviel, David Dabiri. La campagne agricole humide 2017, globalement satisfaisante dans le plateau central. C'est le constat fait ce mardi par le gouverneur de région qui initie depuis quelques jours une tournée pour s'enquérir de l'état de production dans les différentes exploitations agricoles. Sur cette superficie de 3 hectares dans la commune de Boussé, Joël Zongo espère récolter 7,5 tonnes de maïs pour cette saison. Le céréalier doit cette prouesse à un savant dosage entre les techniques de récupération des sols et l'utilisation des semences améliorées. Pour moi, en tout cas, je peux dire que ça se passe bien. Et j'espère que ça va se terminer chez moi, en tout cas, bien. Tout simplement parce que le maïs, son cycle est très court, puisque c'est du maïs de 80 à 90 jours. Donc déjà, nous sommes au stage de maturation. Moi, j'ai utilisé la technique de demi-lune. Si Joël Zongo se réjouit du bon déroulement de cette campagne, pour Donatien Kabouré, la situation est on ne peut plus alarmante. Les poches de sécheresse enregistrées dans la zone, les attaques de chenilles et le manque d'encadrement ont eu raison de sa labeur et anéantissent ses espoirs. En tout cas, ça serait carrément difficile pour nous. Il n'y a pas haricot. Bon, mil aussi qu'on a cultivé, ça aussi, ça n'a pas réussi. Vous voyez, c'est petit comme ça. Donc, ça va, on gagne à manger quelque part, sinon c'est pas facile pour nous. Et pour parer aux éventualités d'une campagne désastreuse, source de famine et de désolation dans les familles, les autorités régionales pensent déjà à des plans de secours. Si par malheur nous connaissons cette situation que vous venez de décrire ici, il y a tout un mécanisme au niveau gouvernemental que nous allons appliquer au niveau de la région, de prise en charge et puis d'appui aux producteurs qui n'auront pas pu en tout cas atteindre un bon résultat à la fin de la saison. Des informations que Fatoumata Benon partage à cette séance de débriefing sur la campagne agricole avec l'ensemble des acteurs de la région. Et ce, en vue de préparer les esprits aux éventualités. Mais pour l'heure, tous espèrent que Dame Nature ouvrira encore 2 ou 3 fois ses vannes pour redonner espoir à ceux qui l'ont perdu. Un nouvel ouvrage sur le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, a été présenté mardi dernier au public. Le livre écrit par Bruno Jaffré a pour titre Thomas Sankara, la liberté contre le destin. C'est une nouvelle biographie du bouillant capitaine burkinabé faite par Bruno Jaffré qui la qualifie de plus complète et différente des autres. Rasmane Zundi, Nathalie Savadogo. C'est un ouvrage d'environ 500 pages. Thomas Sankara, La liberté contre le destin, selon l'auteur, est l'ouvrage le plus complet sur le père de la révolution burkinabé. L'ouvrage revient sur la biographie de Thomas Sankara, son projet politique et le scénario de son assassinat. Un ouvrage qui va permettre à la jeune génération d'avoir une connaissance approfondie de cette expérience révolutionnaire et de son leader. L'objectif était d'en faire un tout, puisque j'ai écrit une biographie et un livre qui se veut être un bilan qu'il faudrait réécrire d'abord sur ce qui s'est passé pendant la Révolution. Mais c'est un livre qui se veut en tout, dans la mesure où il doit se suffire à lui-même, puisque dans ce livre, il y a une courte biographie de Thomas Sankara, il y a une présentation succincte de son projet politique, et il y a un article sur
son assassinat et l'affaire en justice. Le préfacier souligne ici la portée historique de cette publication qui intervient 3 ans après l'insurrection d'octobre 2014. Pour lui, l'inspirateur de ce soulèvement n'est autre que Thomas Sankara. Les 3 dernières années dans notre pays, on a beaucoup parlé de Sankara. Si vous avez regardé l'insurrection populaire, il y avait beaucoup de Sankara dans la rue, il y avait beaucoup d'images de Sankara, les jeunes se référaient à lui. C'est une très bonne chose. Donc on a vu Sankara partout. Et dans le même temps, il y a comme un paradoxe de ce Sankara partout et Sankara nulle part. Parce que finalement, dans nos comportements individuels, dans nos actions collectives, dans nos politiques publiques, il manque beaucoup d'inspiration de ce qu'a été Sankara, de ce qu'a été ce grand homme. Son nouvel ouvrage est disponible à l'Institut Free Afrique et au centre de presse Norbert Zongo. Le Cameroun accusé d'avoir expulsé 100 000 réfugiés nigérians qui ont fui les exactions de la secte islamiste Boko Haram. Selon Human Rights Watch, les réfugiés nigérians et demandeurs d'asile font aussi l'objet dans ce pays d'exactions diverses comme la torture. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR estime que ces réfugiés ne devraient pas être renvoyés dans leur pays tant que la situation ne reviendrait pas à la normale. C'est un rapport accablant contre le Cameroun. Human Rights Watch accuse le pays d'expulsion de masse de réfugiés nigérians ayant fui leur pays à cause des exactions du groupe djihadiste Boko Haram. L'ONG de défense des droits humains explique les conditions de rapatriement forcé de ces réfugiés. Au cours de leur voyage, des enfants ont été séparés de leurs parents. D'autres sont décédés à cause des situations horribles qu'ils ont vécues pendant des semaines ou des mois dans ces régions frontalières camerounaises éloignées, sans oublier les conditions épouvantables dans certains camps de déplacés au Nigeria. Intitulé « Forcés à monter dans des camions comme des animaux », ce document de 60 pages fait également état de tortures et de traitements inhumains infligés aux réfugiés et demandeurs d'asile nigérians. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, interdit le renvoi des réfugiés au nord-est du Nigeria jusqu'au retour de la stabilité dans la zone. Une nouvelle polémique a ajouté à celle déjà existante en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a décidé d'invalider dès le 16 octobre prochain tous les passeports semi-biométriques qui seront remplacés par des passeports biométriques. Le hic, de nombreux Congolais se retrouveront bloqués hors de leur pays. Depuis la décision du ministère des Affaires étrangères d'invalider dès le 16 octobre prochain tous les passeports semi-biométriques au profit des passeports biométriques. Un véritable casse-tête pour les agents de voyage. Certains clients seront bloqués à l'étranger si la mesure entre. La polémique fait rage en République démocratique du Congo depuis la décision du ministère des Affaires étrangères d'invalider dès le 16 octobre prochain tous les passeports semi-biométriques au profit des passeports biométriques. Un véritable casse-tête pour les agents de voyage. Certains clients seront bloqués à l'étranger si la mesure entre en vigueur. Par exemple, ceux qui sont partis aux États-Unis, qui devaient par exemple entrer par la Belgique ou la France, après le 16 octobre, on ne sait pas quel sera leur sort. Les passeports semi-biométriques introduits en 2015 sont parmi les plus coûteux au monde. La directive fait la une des journaux. Les Congolais ne cachent pas leur colère. C'est vraiment difficile pour nous. D'abord, il n'est pas facile d'obtenir un passeport. Quand j'ai demandé mon passeport, ça m'a coûté 250 $ et j'ai eu du mal à obtenir cet argent à l'époque parce que j'étais étudiant. Donc cette mesure n'est vraiment pas bonne. Pour certains analystes économiques, les défis logistiques pourraient bien obliger le gouvernement à faire marche arrière. Je crois qu'il ne sera pas invalide et je parie que le gouvernement va devoir reculer sur cette décision qui est de plus en plus insensée au regard de différents débats que cela a suscité. Mais si jamais cela est obligatoire, pour ceux qui ont absolument besoin de voyager tout de suite, ce sera un simple hold-up, ce sera un simple racket dans leur poche. Ils seront obligés de dépenser cet argent pour acquérir un nouveau passeport. Selon une enquête de Reuters, seuls 65 $ iraient aux caisses du pays. Quant au reste, il serait transféré vers une compagnie basée aux Émirats Arabes Unis et détenue par une proche du président Kabila.
La découverte d'une cache d'armes à Abidjan suscite de nombreux commentaires dans les journaux. Il en est de même de l'attaque contre un convoi mardi dernier dans le Soum qui a fait 2 morts parmi l'escorte de gendarmerie. La revue de presse est signée Touboum Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour annoncent que 2 gendarmes ont été tués dans une embuscade à Djibo. C'est un convoi de carburant appartenant à une société minière basée dans la région qui est tombé dans une embuscade sur l'axe Tongomaël-Inata, informe aujourd'hui au Faso. Et c'est le véhicule de tête chargé de la sécurisation du convoi qui a sauté sur cet engin explosif, informe ce journal. Une situation qui amène le pays à s'interroger. Notre armée a-t-elle les capacités réelles en termes de logistique et de compétences humaines pour apporter la réponse nécessaire aux assaillants? Existe-t-il véritablement une stratégie de sécurité et conduite avec les hommes qu'il faut? De la réponse à ces questions dépend très fortement la sécurité de la nation, conclut le pays. Autre sujet d'actualité, la découverte d'une cache d'armes à Abidjan. La Côte d'Ivoire se serait-elle hérissée de caches d'armes? Question de l'observateur Palga. Une découverte qui rappelle une autre fête courant mai à Bouaké. Mais cette fois, explique aujourd'hui au Faso, c'est en plein cœur d'Abidjan, dans un gymnase abandonné au quartier d'Atekoubé, que la découverte a été faite. Des fusils d'assaut, des AK-47, des grenades, des lance-roquettes, des obus, bref, un arsenal qui donne la chair de poule, explique ce journal. Inquiétude justifiée car la tension est montée d'un cran au dernier congrès du RDR où était absent Soro pour cause de non-invitation, renchérit aujourd'hui au Faso. Pire, poursuit ce journal, depuis juin, Soro et Alassane Ouattara ne se sont plus parlé. Les hypothèses sont nombreuses, mais une chose est sûre, un tel arsenal n'était certainement pas destiné à un quelconque projet de braquage, encore moins à la chasse au gros gibier, constate l'observateur Palga. Merci Evelyne, merci à vous de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.